Nous sommes le 20 mai 2021, voici notre épisode 306, oui, encore une fois, comme la voiture, un épisode dans lequel on va fortement vous parler, et il sera fortement question, si on peut dire ça comme ça, de Google. Ah oui, parce que fortement vous parler, ça veut pas dire grand-chose, hein. Faut être très clair là-dessus. Tiens, on retrouve nos deux amis, les deux Sébastien, ça va être facile pour moi. Sébastien, je vous présente Sébastien, de l'autre côté également. Enchanté Sébastien. Ce sont eux et eux seuls qui ont choisi les infos qui composent notre revue de presse hebdomadaire, comme chaque fois, hein, d'ailleurs. Au menu cette semaine, le Nasdaq qui bug, nous toucherons du doigt les étoiles, il sera également en question de Gentleman Hackers et d'un petit peu d'huile de cuisson pour saupoudrer le tout, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité grand public, ça doit vous dire quelque chose. On peut dire un petit bonjour à ceux et celles qui nous laissent des commentaires chaque semaine. Vous le savez, on en sélectionne 5 chaque semaine sur les différentes plateformes sur lesquelles il est possible de commenter nos épisodes. Je dis bonjour à 626 sur YouTube, Johan qui a laissé un commentaire sur Podcast Addict, l'application Android de podcast, Raphaël Deno, je crois que c'est sur YouTube, Cyril Marchal, et qui a commenté le bonus 350 de la semaine dernière, ainsi que Battant qui laisse des commentaires très régulièrement d'ailleurs sur notre site lestechno.be. Comment allez-vous les gars? Ça fait longtemps. Ça va, ça pousse. Oui, je vois. Oui, ça pousse, ça descend même. Oui, c'est ouh là là, c'est voilà. Ceux qui n'ont pas l'image évidemment ne se rendent pas compte, mais voilà, vous voyez Moïse. Eh bien voilà. Il avait des cheveux, Moïse. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, voilà, c'est comme ça. On a un petit programme un peu chargé parce qu'il y avait Sébastien Barbu, je vais l'appeler comme ça, une Google I.O. Cette semaine, oui. Ce fameux rendez-vous qui n'était toujours pas en présentiel. Ceci dit, le précédent avait sauté, hein, si j'ai pas de bêtises, il n'y avait pas eu l'année passée, du coup, à cause de la saloperie. Là. C'est ça, il n'a pas eu lieu. Avoir sauté, je sais pas si on peut dire ça. Non. C'est dangereux. Oui, mais en tout cas, il n'y avait pas eu, et donc du coup, ils sont un petit peu rattrapés, ce qui fait que ça nous donne du contenu, et ça, c'est une bonne chose. Donc on va pouvoir parler de plein de trucs cette semaine, mais pas que de ça, vous l'imaginez bien. Oui, merci. Oui. Dis-moi. Et j'ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Non, mais j'imagine bien que t'as pas tout mis. Ils ont parlé pendant 2 jours, pas tout mettre non plus. Allez, on commence avec la première lettre. La lettre A comme Android. Bah oui, Google, Android, c'est Google, forcément, donc on peut encore parler d'Android aussi. Android 12, qui débarque avec un nouveau design. Oui, oui. Alors ça fait longtemps, parce que les dernières releases c'était assez... Alors, on lèche un petit peu le design, on améliore, etc. Ici, ils ont quand même une nouvelle proposition qui... Bon, ça plaira pas, il y aura débat, etc. Mais qui est vraiment très différente au niveau de design par rapport aux versions actuelles, tout en étant très... comment dire... très similaire, hein, on n'a pas non plus tout réécrit. Y a pas mal d'améliorations au niveau notification, au niveau sécurité, design, vie privée aussi également. Alors c'est encore qu'une bêta, il y a encore des choses qui peuvent arriver. Pour ceux qui nous suivent en image, effectivement, il y a quelques screenshots. Le point le plus important pour Google qu'ils ont designé, c'est évidemment tout ce qui est notification. Faudra s'y faire, hein, parce que c'est quand tu vois effectivement les différents screenshots, c'est assez différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Les notifications prennent un peu de place et les modifications des settings, tu vois qu'au lieu d'avoir un petit bouton pour couper ton Wi-Fi, maintenant on t'a mis vraiment en plus à côté, c'est un Wi-Fi, on met le nom du truc, donc ça prend quand même assez de place. Faudra voir si c'est utilisable. Au niveau vie privée, ils ont inclus quelques petits trucs pour que tu aies plus de transparence sur les applications, donc tu peux savoir ce qui se passe au niveau de tes apps, et c'est un petit peu plus concentré, ça semble pas mal en tout cas. Il y a un petit truc sympathique en plus, c'est que tu vas pouvoir savoir avoir une alerte quand une application utilise ton micro, parce que là aussi il y a quelques scandales disant ok, ouais, il y a des trucs qui utilisent ton micro, tu ne le sais pas, on t'espionne, c'est tout plein de théories du complot. Bah ici tu pourras ou non confirmer s'il y a une théorie du complot et s'il y a une app qui effectivement utilise ton micro ou ta caméra, tu pourras le savoir, ils vont t'en informer.
Sans aller jusqu'à la théorie y a pas du que complot, du complot. il y a des applications qui sont designées de telle façon que tu ne vois pas tout de suite que tu utilises ton micro ou ta caméra, et c'est pas plus mal finalement d'avoir un petit signalement. On a ça aussi sous iOS depuis quelques temps maintenant, et c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir ce petit rappel en gros du fait que voilà, il y a quand même une incursion. On t'écoute. On t'écoute, on te regarde. Voilà, c'est pas mal. C'est bien vu. Oui. Voilà, jusqu'ici, j'ai pas. Il y aura encore plein d'autres trucs, et ce n'est qu'une bêta, c'est pas final, il y a encore d'autres choses. Il y a quelques téléphones sur lesquels on peut essayer aujourd'hui. Vous précipitez pas quand même. Enfin, voilà. Sébastien qui se lançait dans une respiration, un espèce de soupir, presque un râle, mais qui veut dire quelque chose, parce que ça veut dire qu'il va prendre la parole, il va dire quelque chose, il s'exprime. Il va parler. Oui. Non, je me demandais ce que ça veut dire pour les développeurs. C'est bien un nouveau design. Est-ce que les applications en bénéficient automatiquement, ou est-ce que ça veut dire un revamp profond des applications? Et si oui, ça veut dire qu'il va y avoir un risque de jouer à deux vitesses pendant pas mal de temps entre des vieilles applications mais qui marcheront toujours. Ah bah ça c'est toujours le cas. Et puis oui et non, oui, mais chez Android, cette espèce de segmentation du marché, elle a toujours eu lieu. Elle est moins flagrante maintenant, j'ai l'impression. Ça commence à aller mieux, mais à une époque c'était assez flagrant. C'est vrai. Seb, l'autre Seb. Oui. Le design, quand on est arrivé au material design, il a fallu un certain temps. T'as toujours des apps qui ont un design historique. En général, c'est plutôt des apps plus underground ou moins connues, où tu vas encore te retrouver avec des boutons qui ont un style Android 2, 3, et elles sont toujours fonctionnelles. Donc voilà. Donc, oui, effectivement, les applications Google, tu vas avoir des nouveaux designs assez rapidement. Quoique Google n'a pas toujours suivi le material design très rapidement non plus. Mais pour les autres apps, clairement, il y a du boulot. Ce n'est que... C'est le problème, c'est une tendance. C'est comme tu sors une nouvelle bagnole, maintenant, tu sors un nouveau design, il y a des centaines de boîtes qui vont devoir suivre. C'est clair. Ça l'empêche pas de rouler, la bagnole, en même temps, du coup. Ça l'empêche pas. Voilà. Et outre le design, est-ce qu'ils annoncent aussi des modifications sous le capot, dans le kernel, dans les frameworks, dans les fonctionnalités disponibles pour les développeurs, ou c'est juste une version 12 avec un joli nouveau papier peint? Bah écoute, là j'ai pas vu énormément. On parle d'amélioration de performance importante au niveau d'expérience utilisateur. Alors ça y est pas sur leur blog, mais j'avais vu un autre article où on parlait plus d'une vingtaine de % sur certains points. Donc oui, il y a des trucs sous le capot. Maintenant, des points de vue développeurs, je suis pas sûr que ce soit la conférence où ils te donnent le plus de trucs là-dessus. Plutôt sur la conférence Google Dev ou sur le Google Summer où ça va revenir. Ici, c'était pas adressé aux développeurs. Donc, D'accord, c'est plutôt grand public alors. C'est marrant parce que la conférence I.O., normalement, elle s'adresse un petit peu elle s'adresse au grand public, mais aussi aux développeurs, me semble-t-il, à la base. Historiquement, oui, mais là, quand tu vois toutes les annonces, c'est plutôt très grand public ou partenaire. Et j'ai pas vu vraiment de grosses annonces développeurs. Je les ai peut-être ratées, mais est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il court peut-être un petit peu après le WWDC d'Apple, qui est devenu aussi plus grand public que développeur à un moment donné. T'as eu une annonce et t'as toujours le Google Summer of Code qui lui, effectivement, est là plus orienté dev et qui est là depuis des années quand même. Ils ont pas mal de projets à leur actif. Bon, écoute, on suivra cette histoire-là. De toute façon, on passera bien par Android 12 à un moment donné, donc on en dira plus à ce moment-là. S'il y a de quoi dire, évidemment, parce que sinon, on s'en fout. La lettre B comme bug est un sacré bug, j'ai envie de dire, et qui concerne, c'est pas de bol, le Nasdaq. Le Nasdaq, Sébastien. Ils ont dû arrêter la cotation d'ailleurs d'une valeur à cause d'un problème technique. Tu te prononces pas à prononcer le nom de la... Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway. Ouais, je peux le dire, il n'y a pas de souci. C'est la valeur du milliardaire Warren Buffett. C'est une de ces sociétés qui est cotée en bourse à un prix un peu fou, plus de 450 000 $ l'action. Et ce prix a causé ce qu'on appelle un buffer overflow, ce que la presse appelle un Buffett overflow, jeu de mots.
Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un buffer overflow à 450 000? D'abord, c'est quoi un buffer overflow? Quand on doit représenter un nombre, on a un certain nombre de positions pour représenter son nombre. Si j'ai 4 positions et que je compte en décimales, je peux faire de 000 jusqu'à 9999. Si jamais je veux exprimer la valeur 10 000, il me faut 5 positions pour le faire, donc je peux pas le faire. Et donc, si on fait plus 1, ça revient à 0. 9999 plus 1, pof, on revient à 0. Il se fait que dans les ordinateurs, c'est la même chose, mais en binaire. Donc, on a des positions un peu plus grandes. On parle de 32 ou de 64 bits, ça vous le savez peut-être. Et la valeur maximum non signée sur un entier 32 bits, c'est 4 milliards et quelques, 4 milliards 500 millions et quelques, je sais pas le chiffre exact. Il se trouve aussi que pour des questions de performance, le Nasdaq avait choisi il y a plusieurs années, quand ils ont développé leurs applications, de coder les valeurs des actions en entier, alors que les valeurs peuvent avoir des chiffres décimaux, évidemment, il peut y avoir une virgule, ils traitent même 4 chiffres derrière la virgule, donc c'est tout à fait valable pour une action d'avoir un prix de 1,2222, 4 positions après la virgule. Et pour stocker ça sur un entier, il multiplie le chiffre par 10 000. Et donc, dans le système du Nasdaq, une valeur de 1,2222 sera 12 222. Vous me suivez toujours? Ça va. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'action à 450 000 $, virgule et 4 positions derrière la virgule. Une fois qu'on multiplie ce chiffre par 10 000, on arrive aux 4 milliards 500 millions et quelques, qui est la limite la valeur maximum qu'une action pouvait avoir. Alors on n'avait jamais prévu qu'une seule action pourrait valoir plus de 450 000 $. C'est vrai que d'habitude les sociétés elles font un split des actions quand les prix deviennent trop hauts. Apple a fait ça plein de fois. On split, c'est-à-dire vous aviez une action, maintenant vous en avez 2, mais elle vaut la moitié du prix. Donc la valeur totale de ton portefeuille n'a pas diminué, mais ça permet de garder le prix de l'action relativement bas et donc ça permet à chacun de pouvoir se payer une action, parce que là avec des actions à 450 000 $, je suis désolé, moi je peux pas en acheter une, même une demi, même un quart, j'aimerais bien, mais non. Donc Buffett avait fait le choix de ne pas splitter, ce qui a fait monter, au cours des années, l'action a dépassé. Conséquence de ce bug, il a fallu suspendre la cotation, ce qui est toujours embêtant pour une société cotée en bourse. Un autre marché, j'ai perdu le nom, je le retrouve plus, avait déjà suspendu la cotation quelques mois avant, ce qui indiquerait que leur système interne est similaire à ceux du Nasdaq, 32 bits avec pas de valeur décimale, des valeurs exprimé, multiplié par 10 000. Voilà, donc des overflows sur 32 bits, il y en a, ça affecte la finance. Alors ici, des actions à 450 000 $, je suppose que ça n'a pas affecté beaucoup de gens, mais les gens qui étaient affectés étaient probablement ennuyés. En revanche, je répète un truc dont je crois que j'ai déjà parlé dans ce podcast, et ça risque de se produire encore, ce genre de bug. Rendez-vous en janvier 2038, parce qu'en janvier 2038, nous allons avoir exactement le même problème avec tous les appareils qui comptent le temps, parce que souvent dans les appareils pour compter le temps, en tout cas les appareils basés sur Unix ou des dérivés de Unix comme Linux, le temps est compté en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, et devinez quoi, en 2038 on aura atteint les 4 500 000 et quelques secondes depuis le 1er janvier 1970. Donc tous les appareils 32 bits qui tiennent le trace du temps sous cette forme-là risquent d'avoir des petits problèmes s'ils ne sont pas mis à jour d'ici là. Voilà, c'est juste pour parler des buffer overflow. C'est dans 17 ans. C'est dans 17 ans, je serai pensionné. On sera tous pensionnés. C'est ça, on est tous des vieux cons. Tu seras pensionné, mais tu risques quand même d'être coincé dans un aéroport, d'être coincé dans un je compte pas voyager. Un ascenseur, d'avoir ta caméra à la maison. Ou non, retour à la nature. Retour à la nature, comme Sébastien ici à côté de moi, je me laisse pousser les poils et je vis sur une île tel un mohican. Ou simplement l'heure du micro-ondes, des choses toutes bêtes. Tu vas voir mon micro-ondes sur mon île. Non, mais c'est évidemment embêtant, mais on a toujours trouvé une solution. Pour ça qu'on en rigole un petit peu, c'est qu'il y aura certainement quelque chose qui va se mettre en place d'ici cette échéance, non ? On peut l'espérer, du moins.
Ouais, on avait dit ça pour l'an 2000 aussi. Finalement, l'an 2000, ça s'est bien passé. Ouais, il y a plein de gens qui ont gagné plein de bossé aussi. Oui, parce qu'on a bossé. Ça s'est pas bien passé tout seul. La seule différence, c'est que ici, on parle de... Enfin, pour l'an 2038, je parle pas du Nasdaq. Bon, Nasdaq, ils vont corriger, et puis voilà. Pour l'an 2038, on parle de tous les objets connectés. Il y en a quand même quelques milliards maintenant. Il y en aura encore plus d'ici là. C'est un peu plus compliqué que le bug de l'an 2000. Ça va être plus difficile à anticiper, surtout. Parce que tu ne sais pas ce qui va être affecté. Donc, si tu en as une idée tellement large que c'est compliqué, c'est ça, en fait, l'idée. C'est difficile. À partir du moment où c'est trop large, on ne voit plus l'essentiel, entre guillemets. C'est un peu ça. À peu près tout ce qui tourne sur Linux en 32 bits. Voilà. Oui, c'est ça. Non, parce qu'ils ont... à peu près tout pour le moment. Oui, ils ont ça fait quelques versions du kernel quand même qu'ils ont déjà proposé des solutions pour ça, mais c'est rare que les appareils connectés prennent des versions très récentes du kernel, donc il y a beaucoup de choses qui même encore aujourd'hui sortent et qui ont de très vieilles versions. Tu penses au lave-linge, par exemple. Mais tu n'en sais rien. Fondamentalement, tu n'en sais rien. Peut-être qu'il y a un mini Linux qui tourne dedans. Tu n'en sais rien. Oui, c'est ça. Le programmateur aujourd'hui, c'est plus une roue dentée, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Maintenant, comme ton lave-linge n'est pas synchronisé avec une horloge, ma foi, il y a peu de chances que ça pose un problème. Non. Son obsolescence programmée, peut-être. Enfin, d'ici 2038, j'aurai un nouveau lave-linge. J'espère. J'ai une bonne nouvelle, par contre, pour Sébastien. S'il veut acheter une action, il y a moyen. Hein. Pas qu'il a les 500 000... On peut acheter des morceaux d'actions. Des actions sont fractionnables. Oui, c'est ce qui est expliqué, mais en l'occurrence, là, techniquement, c'était bloquant, quoi. C'était des solutions. Oui, tu peux acheter 0,001% de l'action si tu as envie. Tu peux mettre 50 balles dedans, mais tu n'auras pas grand-chose, quoi. Comme le Bitcoin. Pas espérer. Oui, j'allais citer le Bitcoin aussi. On aura l'occasion de parler Bitcoin et crypto-monnaie, mais ce sera plutôt dans le bonus, parce que vous le savez, maintenant, on vous propose un bonus à nos épisodes, et donc il faudra encore un tout petit peu patienter, mais là aussi, il y a de l'actualité. On sera peut-être même un petit peu décalé par rapport à cette actualité, tellement c'est volatile, ces choses-là. Il se peut que tout change d'ici à la sortie de notre bonus. Donc on dira tout et son contraire, pour être sûr d'être dans le bon, comme beaucoup font d'ailleurs pour l'instant sur ce sujet. J'ai, comme Google, comme par hasard, tiens donc, et c'est encore Sébastien qui s'y colle. Hein, alors là, c'est un petit peu énigmatique, évidemment, quand il écrit moins de freinage et des infos sur les zones peuplées, mais je pense qu'on parle de l'application Google Maps, du coup. Oui, pas les traces de freinage dans ton slip, évidemment. Oh, qu'il est drôle. Je sais, c'est la barbe qui fait ça. Si tous les barbus qui nous écoutent... ça va aller, reprends-toi, ça va aller. Ça va aller. Donc effectivement, Google Maps, ils ont proposé une petite update sympa. Sur la base, je me disais, bon, je suis pas super intéressé par Google Maps. La plupart du temps, j'utilise Waze. Même si les deux sont quand même très proches l'un de l'autre. Mais ils ont décidé de faire un nouveau mode de calcul d'itinéraire qui est assez intelligent. C'est que ils sont partis du principe que la plupart des accidents viennent suite à un blocage des freins. Donc tu as eu un mec devant toi qui a freiné parce qu'il y avait un feu rouge, tu l'as pas vu, tu as pilé, bam, t'es parti, tu as fait un crash. Ils disent, statistiquement, c'est une source d'accident. Et donc, c'est devenu un point d'attention dans l'itinéraire qui va te calculer. Il va se dire, ok, tu vas faire 2 km 2 sur ce côté-là, 2 km 2 sur celui-là, on va prendre celui où tu as moins de chances de piler, parce que c'est celui qui est le plus intéressant. Et même s'il fait 2 km 3, peut-être qu'on va quand même t'envoyer par là, parce que statistiquement, tu vas moins casser ta voiture. Oui, et c'est malin, parce que d'un autre côté, le futur véhicule autonome, il sera mieux aussi, avec cet algorithme-là, du coup. Oui, même de toute façon, ta bagnole, t'es mieux, et même psychologiquement, t'es mieux si tu dois pas faire attention et freiner toutes les 2 minutes. Donc, de toute façon, c'est mieux pour ta bagnole si tu as une vitesse stable plutôt que d'avoir un trajet où tu dois freiner toutes les 200 mètres. C'est pas écologiquement non plus efficient. C'est mieux d'avoir
une voiture qui roule voilà, sans à-coups. Donc ça c'est le premier truc, je trouve ça assez... voilà, je trouve ça bien, et personne n'y a pensé. Partant de ce postulat, pour parler de Bruxelles par exemple, ça veut dire que Google ne va vous envoyer que sur le ring. Le ring, c'est vite dit. Hein. Oui, c'est encore. C'est pas aux heures de pointe. Pas aux heures de pointe. Voilà. Oui, c'est ça. Ça me rappelle... Ah, vous allez parler en même temps. Oui. Vas-y, termine. Après toi, je t'en prie. Non, le barbu d'abord. Allez, hop. Sébastien d'abord. Allez, donc, alors il y a d'autres trucs qu'ils ont sortis. Il y en a un qui m'a fait tiquer aussi. C'est Google Maps va pouvoir te donner les informations sur l'endroit où se trouvent les gens. Bon, alors bien, pas bien, là c'est à discuter, hein, mais en tout cas, quand tu as une carte de la ville, tu te dis non, j'ai peur des gens, j'ai pas envie, ou il se passe quelque chose, peut-être que j'ai envie, et je suis peut-être en train de rater l'événement du siècle. Et bien sur Google Maps, tu vas avoir une zone orange qui est délimitée en disant là pour le moment, il y a plus de gens que d'habitude. Donc, si tu as envie de passer un moment tranquille, évite. Ouais, c'est pour les agoraphobes. Mais là, on parle. C'est ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est si tu as envie d'aller faire du shopping, et calmement, passe pas là pour le moment. Il y a trop de gens, donc faut pas t'emmerder. Ou en même temps, si toi tu as envie d'aller dans la foule parce que tu dis il y a certainement un concert, une fête ou quelque chose que je suis en train de rater, ben, tu regardes le truc, tu vois où sont tous les gens et tu vas. C'est ce qu'ils font déjà sur les routes d'ailleurs, hein, en indiquant les zones de ralentissement. Voilà, c'est malin. Sur les magasins aussi, quand on prend une fiche d'un magasin, les zones d'influence, on dit que les zones d'influence, les heures de... Et tu l'as en temps réel, tu peux savoir effectivement si pour le moment il y a du monde dans le magasin, tu dis ok c'est bon, j'y vais pas. En fait il détecte tout son téléphone et il te remonte les infos. Ouais. Mais ici je trouve ça assez sympa que tu le retrouves sur la map. Ouais, moi personnellement si je vois ça sur la map et me dit là il y a plein de gens, bah peut-être que je vais faire un détour. Moi j'y vais pas. Ou alors tu as rendez-vous avec des potes pour aller à la manif et tu cherches la manif. Oui. Peut-être que du coup ils vont être d'accord entre la police et les manifestants. Ils étaient 500, c'était 5000. Le truc, Google Maps, tu veux aller à la manif, on t'envoie à un endroit où il n'y a que des flics. Qui attendent un petit peu tapis, ils attendent leur moment. Oups, je me suis trompé de manif. Voilà. Voilà. Mais enfin bref, on rigole, mais finalement ça peut avoir son utilité aussi. Ça peut paraître un détail, c'est presque anecdotique, mais c'est l'application d'une technologie, voilà, du big data entre guillemets, de manière un peu intelligente quand même, quoi, sans nécessairement toujours toucher à la vie privée des gens, parce que là, du coup, c'est des données totalement anonymisées. On ne sait pas qui était à la manif. En l'occurrence, donc Google le sait. Google le sait, oui. Du coup, ça relance le débat. Merci Sébastien. Non, mais voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien sans la barbe. Moi, je voulais réagir sur l'aspect itinéraire, parce que ça me rappelle quelque chose qui a été mis en place par UPS, la société de livraison à domicile, il y a plusieurs années déjà. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut tourner à droite à un carrefour quand le feu est rouge. Oui. Et pour exactement les raisons que Sébastien expliquait, ils ont mis en place des algorithmes de mise en place d'itinéraires pour leurs chauffeurs qui ne leur font prendre que des tournants à droite dans les villes, de manière à ne pas devoir freiner, s'arrêter, parce que freiner, ça met une pression sur les freins. Ils ont remarqué que les camions allaient plus souvent à l'entretien quand ils freinaient plus souvent, quand ils redémarraient plus doucement. Il faut un paquet de kilomètres en plus pour arriver au but, quoi. Je veux dire, oui, mais pas nécessairement dans des villes, tu sais, surtout les villes américaines qui sont très quadrillées, très rectilignes, en carré. Il y a moyen de trouver des itinéraires qui certes peuvent être un peu plus longs, mais si le camion a moins besoin de maintenance, consomme moins, etc., au volume de la flotte de camions que représente UPS, j'allais dire UBS, j'étais toujours dans les banques avec le sujet UPS, ça payait pour eux, et donc c'était une manière d'éviter la maintenance sur leur camion. C'est une manière de rouler de manière éco-responsable, ce qui est une nouvelle mode, entre guillemets, mais qui devrait être plus qu'une mode, c'est d'apprendre à rouler intelligemment sans donner des grands coups de frein, des grands coups d'accélérateur, etc. Et donc, ce que propose Google, Sébastien, ça rejoint l'idée aussi, tu vois, de ne pas se retrouver... Sauf que c'est pour le grand public et plus pour une société privée. Voilà. C'est à disposition de tout le monde, donc plutôt une bonne idée. Oui, c'est...
Oui, tu sens la connerie arriver. On me dit que le mec qui a fait le bêta-test pour UPS pour la première version, il est toujours en train de tourner. Oui, il n'a pas très bien compris. Le colis, il n'arrivera pas. Il va de plus en plus loin, tu vois. Il saute un carrefour sur deux, et puis il va de plus en plus loin. Et je suis déjà passé par ici. Il y avait déjà une manifestation. Il faut rentrer dans une certaine logique. Là, l'OS peut t'aider ou pas. Rouler comme un con, ça va, c'est bon. Non, enfin, il faut quand même garder un petit peu son libre arbitre aussi. Il faut, voilà. Mais c'est plein à gauche. C'est plein de bonnes idées. Et effectivement, le fait d'avoir un parcours qui ne te fait pas, enfin qui ne te donne pas des sueurs froides, parce qu'on a des parcours comme ça dans nos villes, surtout en Europe, un peu à surprise. Et quand on connaît pas le quartier, ben on peut se retrouver facilement à devoir donner soit des grands coups de frein, soit des grands coups d'accélérateur pour se sortir de certaines situations. Donc c'est plutôt pas mal, bien vu. Donc je sais pas si on a un truc à rajouter là-dessus. Quand tu parlais de brûler le feu pour tourner à droite, je sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, à certains carrefours, les vélos peuvent le faire aussi maintenant. D'accord. Donc ça énerve tout le monde, mais voilà. Bah, ça énerve les mecs en voiture. Moi en vélo, je suis très content. Oui, certes, ça peut énerver le piéton aussi, hein, qui pense qu'il peut. C'est ça. Donc le piéton devient l'usager faible. Hein. C'est le seul ça, il n'y a pas aux États-Unis. Les piétons, ça n'existe pas dans les villes. Il n'y a pas d'usager faible non plus d'ailleurs aux États-Unis. Oui, Seb, dis ton essai. Pour avoir essayé en allant aux États-Unis, c'est quand même un truc auquel tu t'habitues très très vite. Hein. De pouvoir brûler le feu et de tourner à droite. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Oui. On se fait d'abord klaxonner la première heure, parce qu'on s'arrête, et puis il y a le mec derrière. Oui, c'est celui qui est derrière en fait qui pousse, effectivement. Et puis après, effectivement, on s'habitue très très vite. Bon, si vous voulez bien, on va s'habituer à passer à la lettre suivante. Si on recommence. G comme Google. C'est une pression de répéter tout le temps la même chose. G comme Google. Oh, encore une belle lettre, le G. C'est toujours Seb d'ailleurs qui en parle de ce moyen de retrouver son sac à dos ou tout autre objet. Mais là, l'exemple, c'est le sac à dos. Oui, et honnêtement, voilà, on n'est pas dans une énorme innovation, parce que tu as déjà vu ça dans plein d'autres tools, mais voilà, Google Photos, tu peux avoir le truc où automatiquement il va te créer des mémoires, des mémoires, des stories en fait, en reprenant des photos de toutes les dernières années, en reprenant quelques-unes en disant tiens, il y a un détail qui revient régulièrement. Et en fait, ça, c'est la vie de ton sac à dos. Et ça, c'est ce qui sort sur le truc en disant tiens, t'as vu ton sac à dos, tu l'as promené dans la moitié du monde, et ils te font une petite animation. Samsung fait ça, et la plupart il fait ça depuis des années. C'est un gadget. C'est gadget, ça existe depuis un certain temps, mais bon, voilà. Il y a des jeux. Ceux qui ne classent pas leurs photos, effectivement, ça peut les amuser. Honnêtement, si avec ça, j'avais pas spécialement envie de reprendre la news, il y en avait des plus intéressantes. Mais le deuxième point, je trouve, est assez bluffant d'un point de vue image, c'est ils prennent plusieurs de tes photos et ils te permettent d'avoir une certaine vue 3D de la scène, tout en partant simplement de deux photos qui sont pourtant assez différentes, mais au même endroit dans la même scène. Okay. Et l'exemple qu'ils montrent est assez bluffant. Franchement, je suis assez curieux de voir ça parce que c'est assez... voilà, sur la démo, c'est joli. Oui, c'est ça. Maintenant... L'idée, c'est de réunir, parce on a toujours tous tendance à doubler nos photos. Hein. Quand on fait une photo, on la redouble, ou alors par réflexe, tu pousses plusieurs fois sur le bouton, parce que t'es pas sûr, machin, etc. De toute façon, tu payes pas les films, donc t'en fous. Et donc, du coup, ça permet d'avoir effectivement suffisamment de données que pour pouvoir, si un petit algorithme peut calculer les pixels entre deux photos, d'avoir cette impression de mouvement, hein, on peut lire ça aussi, ou de profondeur de champ, ou de décalage par rapport... Enfin voilà, ça anime un peu la photo. C'est pas mal, c'est pas idiot, c'est rigolo. C'est un peu plus vivant, ça donne des photos un peu plus vivantes. Faut dire ça comme ça. Bon, il y a un tout dernier point qu'ils ont rajouté aussi, c'est
Dossier sécurisé, là aussi, il y a plein de constructeurs qui avaient déjà ce type de fonctionnalité. Donc, tu peux avoir des photos sur lesquelles tu ne peux accéder qu'en ayant donné ta petite empreinte, etc. Ouais. Voilà, on ne dira pas à quoi sert ce genre de photo, ou ce genre... Mais voilà... Je reviens à l'histoire du sac à dos. Là, je trouve que l'exemple n'est pas très bien choisi parce qu'on s'en fout complètement d'avoir les photos de son sac à dos. Par contre, quand on a passé toute une année à faire des photos de ses gosses, par exemple, ou voilà, et qu'on veut faire un album avec uniquement ses enfants, c'est idéal, quoi. Sans devoir trop se casser la tête, on les retrouve facilement. Sauf s'ils ont vraiment beaucoup changé physiquement, comme toi, par exemple. Je suis pas sûr que l'algorithme va te reconnaître. En fait, c'est pour ça que j'ai un doute. Mais voilà. Mais ce que je suis étonné, finalement, c'est qu'il y a une série de fonctionnalités qui sont annoncées, et d'ailleurs on en reparle dans d'autres actus, que je n'ai pas pris ici, hein, mais voilà, il y a un certain rapprochement entre Samsung et Google. Comme ils ont annoncé aussi que plutôt que d'avoir Samsung qui développait dans son coin sur Tizen et Google sur Weir qui laisse un petit peu à l'abandon, mais ils se sont dit finalement on va revenir tous les deux ensemble. Et donc ils ont courtisé Samsung. Tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux. Ouais. Et ici dans les fonctionnalités, c'est des choses que tu vois effectivement depuis un certain temps sur les Samsung. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont tout développé, s'ils ont payé pour la techno, s'ils se sont inspirés, si quoi que ce soit. Il y a pas mal de choses entre les deux. Est-ce que Samsung ne serait pas en lice pour refabriquer un appareil sous la marque Google un de ces jours? Qui sait? Bah oui. Non. Qui sait? Ou plus. Parce que pour le moment, tu vois que les deux marques s'entendent assez bien. Oui, il y a une bonne entente. Sébastien, du coup, il y a peut-être une bonne entente, mais ça nous fait une belle jambe. Non, c'est normal qu'il y ait une bonne entente. Confraternelle. Oui, fait partie des premiers distributeurs d'Android au monde. Donc c'est normal qu'ils travaillent ensemble. Ça ne me choque pas du tout. Non, j'étais en train de penser, excusez-moi d'apporter un éclairage à iOS et Apple peut-être à cet épisode de Google, que Apple fait de la reconnaissance de visage depuis une dizaine d'années dans leur application photo, et que ça marche plutôt pas mal, notamment sur mes enfants, puisque je les ai vus grandir en 10 ans, et l'application les a vus grandir, elle les reconnaît toujours aussi bien maintenant qu'il les reconnaissait il y a 10 ans, et parfois avec un petit coup de main, quand il y a un doute, il te demande est-ce que c'est bien telle personne sur la photo ou autre, et donc ça fournit un cycle de feedback et de renforcement qui permet aux algorithmes de continuer d'apprendre. Et j'étais en train de me dire que oui, effectivement, sur les objets, les voitures ou quoi, ça pourrait être intéressant. Là, ils le font que sur les personnes, les visages. Mais on peut déjà faire des recherches comme ça. Si vous avez l'application photo sur Mac, vous dites voilà, je voudrais voir toutes les photos de telle personne, et il vous ressort toutes les photos. J'en ai plus de 50 000 pour le moment sur photo. Ah ouais. Et ça permet de remonter assez bien dans le temps également, et parfois de retrouver des clichés auxquels on ne pensait plus. Donc c'est une fonction assez sympathique. Oui, parce que c'est vrai que comme on a tous maintenant un appareil photo dans notre poche, c'est très bien, mais on mitraille, comme on disait dans le temps, comme des fous, et finalement, qui va revoir les photos qu'il a prises si elles ne sont pas remises dans un certain contexte ou dans un certain ordre, etc., c'est juste peine perdue. Donc, ça redonne quelque part de la vie à ces clichés. Et peut-être que, par ailleurs, c'est l'occasion de faire le ménage aussi, de supprimer certaines mauvaises photos, parce qu'on a perdu aussi cette habitude, comme je le disais, on ne paye pas les films, donc on s'en fout, de supprimer ce qui est totalement... la première photo de votre pied que vous avez faite, elle est totalement inutile. Ou alors, c'est vraiment l'anecdote, c'est ma première photo, tu vois. Mais sinon, voilà, on a tous ça dans notre téléphone, un truc à un moment donné où on a fait la photo de son doigt, voilà, c'est juste inutile, ça prend de la place pour rien, donc ça vaudrait le coup d'avoir cette possibilité aussi de faire un tri, quoi. Est-ce qu'on a ratissé le dessus? Non, apparemment on n'a pas fini le sujet. Non, j'essaie de retrouver le nombre de photos, mais effectivement, ah oui, c'est ça. Ils ont 4 trillions de photos qui sont stockées sur Google Photos, qui sont jamais regardées. Oui. Donc c'était effectivement ton explication est la base de leur volonté de faire ce truc, c'est de te ressortir toute une série de photos et de dire tiens, on t'a fait un petit montage, parce que là ils ont 4 trillions de photos qui ne servent à rien. Oui. On fabrique des données, on en parlait la semaine dernière encore, on fabrique des données sans arrêt, on ne s'arrête plus de fabriquer des données, et celles-là
très honnêtement, à un moment donné, on peut les purger, quoi. Enfin, il semblerait. Donc, mais c'est à chacun qui est dépositaire de sa photo, qui est propriétaire de sa photo, de le faire. On peut pas le faire à leur place. On peut pas décider, oh, celle-là, elle est floue, on la vire. Mais c'était la seule photo que j'avais de ma grand-mère. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ça peut être dommageable, par contre. Enfin, voilà. Une bonne chose de faite, j'ai envie de dire, et on peut passer à la suite. Voilà. Et on quitte la lettre G. Ça, c'est un événement dans cet épisode, mesdames, messieurs. On quitte la lettre G pour aller à la lettre H. H comme huile. Ça me fait penser à... Non, où la fausse école des fans des nuls. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait à manger, ta maman? De l'huile. De l'huile. Mais de l'huile, c'est le titre de cette séquence. Les médias traditionnels en ont un petit peu parlé, il me semble, à gauche, à droite, en allant interviewer des passagers d'un avion. Tu vas tout nous expliquer. Ouais, on a mis de l'huile dans un avion, mais pas que pour huiler le moteur, pour le faire fonctionner en termes de carburant. Ça, c'est la news. Et je me disais bien mardi, moi qui habite en région parisienne, que ça sentait, il y avait une petite odeur de friture dans l'air, parce que cet avion, il est parti de Charles de Gaulle, donc de l'aéroport. Et c'était pas du blanc de bœuf. Hein. Et il allait à Montréal, et ils ont mis 16% de biocarburant issu d'huile de cuisson, donc d'huile de cuisson récupérée. 16%, c'est quand même pas mal, hein, dans cet avion qui est parti ainsi rejoindre Montréal, et c'était une première pour Air France. Le but de l'Union européenne, c'est d'avoir 1% d'huile, enfin de biocarburant pour être plus précis, dans les kérosanes d'avions commerciaux. D'ici 2000, j'ai oublié la date, enfin après-demain, quoi, assez près, d'ici 22, non, 2050. Ouais. Ah pardon, oui, 2050. Alors il y a différents types d'huile qu'on peut utiliser pour faire du biocarburant. Il y a de l'huile fraîchement produite à partir de palmes, de colza, etc. Il y a des huiles issues de déchets alimentaires et de déchets industriels ou de déchets de l'industrie agricole. Et puis il y a les huiles de friture, les huiles de cuisson qu'on peut récupérer, traiter, en faire des carburants aussi. Sur le site de France 24, il y a une interview d'un porte-parole de Total qui est pourtant le fournisseur de cette solution bio-organique, qui, à mon avis, a le prix de la palme de la meilleure, de la mauvaise foi pour. Pardon. Il a la palme de la mauvaise foi, parce qu'il essaye de minimiser avec toute une série d'arguments en disant que ça marchera pas, que bon, évidemment l'huile produite à partir de nouvelles plantations de palmes, de colza, etc. Il dit c'est très mauvais pour l'environnement, parce qu'on déboise à tour de bras pour planter ça, ou on empiète sur des zones agricoles qui pourraient fournir de la nourriture pour les gens également. Et les autres, il explique le problème du coût aussi. Globalement, si on passe à 1% de kérosène, ça fait $5 en plus par ticket, par passager dans un vol long courrier, donc un Paris-New York typiquement. Et puis, palme de la mauvaise foi, parce qu'il disait, et puis une fois qu'on a produit ce biocarburant, il faut encore l'acheminer à l'aéroport, et donc ça consomme du gasoil pour l'acheminer. Et j'étais en train de me dire, oui, mais le fuel, il arrive pas non plus à l'aéroport. Oui, c'est ça. Comme ça, on le produit plat. On amène déjà, donc à mon avis, ça c'est une fausse problématique. Bon, enfin voilà, c'est intéressant de voir le mouvement. 1% de bio quelque chose dans le kérosène, ça ne suffira pas pour réduire les émissions en carbone des vols, surtout si les vols continuent de croître, si le trafic passager continue de croître comme il croyait, comme il augmentait. Comme il croyait. Comme il croyait. Comme il augmentait avant la crise, et tout le monde dit que d'ici 2-3 ans, on va retrouver le taux de croissance qu'on avait avant la crise. Donc il va falloir quand même réfléchir à d'autres solutions, des mix d'énergie, des avions plus petits, plus légers, dans des composants, avec des composants différents également. Vous savez que le 747 c'est fini, le 380 c'est fini. Une des solutions, ça serait de renouveler les flottes aussi, puisqu'un avion moderne, génération 2021, consomme jusqu'à 25% d'énergie de moins
génétique de ses ancêtres. Il y a des efforts à faire de ce côté-là, c'est clair, ça va prendre du temps, mais il y a clairement des efforts à faire. Juste une petite précision, je pense que les grands aéroports sont raccordés, ont maintenant des pipelines pour c'est plus les camions qui viennent les uns derrière les autres pour venir remplir les avions. Donc voilà, c'est juste une petite précision comme ça, parce qu'on peut être pris on plaisante souvent, mais voilà. Mais c'est vrai il y avait déjà eu un test, il me semble que c'était chez Airbus, ils avaient fait un test en faisant tourner sur 4 réacteurs, il y en avait un qui tournait uniquement avec de l'huile de colza ou quelque chose comme ça, en disant si ça tombe en panne, de toute façon il reste 3 autres qui fonctionnent et qui polluent bien, c'est bien. J'entendais un pilote qui disait que techniquement, pour le moteur, c'est juste une question de réglage. Il consomme, il s'en fout que ce soit de l'huile ou du kérosène. Il est fait pour fonctionner malgré tout. Après, c'est des questions de rendement, etc. Donc ça se calcule aussi en fonction de la masse de l'avion, du nombre de passagers, etc., etc. Mais techniquement, c'est pas une révolution technologique, clairement. Non, et puis on fait ça dans les voitures depuis assez longtemps. Oui. Il y a une ONG qui lance une alerte quand même en disant il y a un risque d'effet pervers. L'effet pervers, c'est que l'Union européenne promeut les huiles de cuisson usagées comme carburant. Donc les huiles de cuisson sont populaires. L'Europe atteint les limites de ce qu'on peut faire. Donc on va commencer à importer toutes les huiles de cuisson d'Asie et autres. Du coup, en Asie, ils en ont plus. Du coup, ils finissent par utiliser des huiles végétales bon marché, comme l'huile de palme, et paf, on augmente on retourne dans le... Il faut faire attention, il faut faire attention aux effets de bord de ce genre de technologie. Ça part souvent d'une bonne idée, et puis à un moment donné, ça part en vrille, un peu trop rapidement, quoi. Sébastien voulait rajouter un truc depuis un moment, il avait levé le doigt. Oh non, moi c'était une connerie. Oui, mais vas-y. Le Premier ministre, on peut. Notre Premier ministre est super content, parce qu'on va augmenter de 5% notre PIB en vendant nos crasses. Les huiles de cuisson de friture, c'est pas comme si on n'en avait pas chez nous, tu vois. Ça va sentir bon, hein. Mais on revient de plus en plus au blanc de bœuf, et je ne sais pas si l'avion qui vole au blanc de bœuf est prêt. Je veux dire, ça n'a pas été précisé. Voilà, c'est vrai, ça va sentir bon du coup. T'imagines ça me donne faim cette odeur. On arrive près de l'aéroport. Tu me mets un bikini de frites. Allez, ça sentira toujours meilleur que le kérosène. Si vous avez déjà pris du kérosène dans les gencives, ça attaque. C'est pas bon. Ouh là là, c'est pas bon. C'est ça qui t'a proposé ton dentiste, Colgate, Sensodyne. C'est beaucoup mieux que le kérosène pour les dents. Oui. Oh là là. On peut enchaîner, oui, je pense. Merci. C'est-à-dire qu'il nous prévient toujours qu'il va dire une connerie, mais on sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va arriver, en fait. C'est ça le truc. On est à la lettre M. Ah oui, on a fait un grand bond. Comme Google. M comme Moomle. Comme Moogle. Non, comme médecine. Mais comme Google, quand même, aussi un petit peu. Parce qu'on parlait de Google qui s'intéresse de plus en plus à notre santé. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, il y a quelques temps de ça, mais ça semble se confirmer de plus en plus. Il y a tout un département chez Google qui s'occupe de santé. Et pas uniquement de nos données sur la santé, mais également de soigner les gens, quoi. En tout cas, d'aider au diagnostic. Parfaitement. Et donc, effectivement, mais c'est un futur business juteux incroyable. Donc, c'est évident que les boîtes technologiques s'y engouffrent depuis quelques années, et ça commence à sortir quelques résultats. On peut pas dire non plus que pour le moment Google va soigner tout le monde de toutes les maladies, mais ils ont eu le temps de travailler ces 2 dernières années et nous sortir quelques trucs sympas. Il y en a 2, j'en ai sorti un ici. C'est le plus connu en fait. Un point c'est le plus connu effectivement, parce que l'un permet de détecter tout ce qui est tuberculose. Bon voilà, effectivement, tuberculose, on ne peut pas dire que ce soit hyper tendance en Belgique. Non. Donc, ni même en France, c'est passé de mode. Donc, par contre, effectivement, ici, c'est des soucis dermatologiques qui, voilà, même si ça pourrait être banalisé comme ça, il peut être très dramatique derrière, parce que les cancers, il y a plein de choses qui peuvent être très violents. Ils ont d'ailleurs 288 affections différentes de la peau. Elles sont pas toutes bénignes. Et le but, parce qu'il y a une pénurie de dermatologues, c'est d'essayer de trier un petit peu à l'avance pour te dire ok, il est temps que tu cours chez un dermatologue, ou
peut-être que finalement, t'as juste mangé une cacahuète et que tu devais pas, c'est pas la peine de pleurnicher tout de suite. Donc comment ça marche ? Un diagnostic de première intention, quoi, de première ligne, on va dire. C'est ça, de première ligne pour t'aider à diagnostiquer, mais ils disent, attention, ce n'est pas un outil diagnostique, ça peut t'aider à poser effectivement une première information, mais ce n'est pas un dermatologue attitré. Et donc ça d'ailleurs, c'est un point que tu relèves qui est intéressant, c'est que le produit a été approuvé en Europe comme étant un device médical de niveau 1, classe 1. Par contre, il est interdit aux États-Unis. C'est drôle. Donc en Europe, on est plus ouvert là-dessus. Oui, c'est drôle. Donc ce truc va arriver en Europe d'ici la fin de l'année, mais ne sera pas disponible immédiatement aux États-Unis. Et donc comment ça marche ? C'est simple. L'application, tu fais simplement une photo de ce que tu penses être un problème. Il te pose 2-3 questions pour savoir c'est là depuis combien de temps, ça gratte pas. Tu vois, et des trucs comme ça, et quel est ton type de peau, et puis de là, avec les photos, il va dire, bon, alors il y a une probabilité que ce soit ça, ça ou ça, il faut aller rechercher dans ces directions-là, mais il va pas te dire, c'est ça, tu prends ça, il va te donner une série de diagnostics possibles, et puis de là, après, effectivement, il faudra creuser un peu plus loin. Je me rappelle de ce machin-là qui avait d'ailleurs été testé par des dermatos. Hein. On leur avait donné l'outil pour en consultation le tester, et ils avaient atteint des niveaux de réussite supérieurs à l'œil du dermatologue. Parce que même si le dermatologue, il est très professionnel et il a beaucoup de connaissances, etc., l'appareil photo, manifestement, voit des choses et peut interpréter des choses que l'œil humain ne perçoit pas nécessairement. Voilà. Et donc, c'était une aide de première, en tout cas, les médecins qui en avaient parlé à l'époque, je me rappelle, c'était à peu près 2 ans, 3 ans, disaient c'est assez bluffant. Ils étaient un peu flippés en se disant oh là là, la machine va nous remplacer. Ils ont trouvé quelque part un moyen de faire en sorte que le dermatologue, le médecin, le professionnel ne soit pas exclu du schéma. On a toujours besoin de lui, et tant mieux, parce qu'il faut quand même un avis d'une personne. On ne va pas se fier, on ne se soigne pas sur Docissimo, il n'y a pas de raison de se soigner avec une app. Donc voilà, moi je trouve ça, la démarche plutôt intelligente. Oui, alors au niveau détection et comparaison par rapport aux spécialistes, sur l'autre fonctionnalité qui a été démontrée, qui était la détection de tuberculose, les résultats de l'intelligence de l'IA qu'ils ont tapé derrière étaient meilleurs que les spécialistes. Donc là, ils arrivaient à avoir une meilleure détection sur les cas et souvent plus précoce. Il y a déjà aussi d'autres outils sur la détection du diabète avec un niveau oculaire. Là, je suis désolé, je ne m'y connais pas en diabète. Et détection de cancer des poumons au niveau des scanners. Là aussi, ils ont des taux qui sont vraiment très très bons. Ici, ils sont quand même posé la question, parce qu'on a eu pas mal de ces sujets ces derniers mois, de la pertinence de l'algorithme sur des peaux plus foncé, c'est-à-dire que ils ont pris des samples, que ce soit de toute la population mondiale, pour ne pas qu'il y ait des biais sur l'IA en disant non, mais au fait, non, c'est à cause de ta peau que... Oui, on avait déjà parlé de ce biais. C'est important. Au niveau des intelligences ils ont essayé de l'enlever. Oui. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est très critiqué, évidemment, et à juste titre. On avait déjà évoqué ça pour une toute autre raison, mais c'était aussi une question d'intelligence artificielle qui était biaisée parce que on avait donné comme exemple... Pour détecter si tu pouvais retourner en prison. Voilà, c'est ça. Et on avait montré que des personnes de couleur ou voilà. C'était un truc un peu glauque, forcément, mais ici, effectivement, ils ratissent plus large. Ils essayent de voir avec des gens de carnations différentes, on va dire, d'avoir des exemples probants. Et puis les problématiques sont différentes. Hein. Bien sûr. Certaines peaux des peaux noires ont certaines des choses. Des maladies qui ne sont pas. Des maladies qui sont différentes. Oui. Sébastien, l'autre peut-être a une petite opinion sur le sujet avant de passer à autre chose. Sur la dermato, non. Sur la radiologie, oui. J'ai 2 clients qui font ça, 2 startups médicales qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine pour apprendre à reconnaître des maladies sur des clichés de radio, de scan. Ouais. Et effectivement, le but n'est pas de remplacer l'homme, au contraire. C'est une aide. C'est une aide. C'est un premier tri, au fait. Un praticien va voir des milliers de clichés par jour et l'idée, c'est de faire le tri dans ces clichés pour que l'œil humain n'aille regarder
garder que les clichés sur lesquels il y a un doute et pour amener l'intelligence humaine là où la machine ne peut pas encore le faire. Et donc c'est une aide pour les praticiens et ça ne fait que commencer. On n'est qu'au début de ce genre de technologie pour les années qui viennent. Moi, tant qu'il y a encore un être humain derrière qui fait le dernier tri et qui donne les bonnes ou les mauvaises nouvelles, moi ça me va. Le jour où c'est une application dans ton portable qui te dit « Ah, vous avez chopé un cancer de la peau », là je la trouverais quand même un petit peu... voilà. Qui t'envoie la prescription par email. Oui, c'est ça. Pharmacie prenait ça. Tu te chopes des pubs pour des trucs horribles, quoi. Oui, pour conclure, pour le coup. Oui. Ouais, pardon, je suis désolé pour le fait, tu dis tu as plus confiance s'il y a un humain derrière. Non, en dernière ligne. En dernier coup. En dernière, pour ma part, une fois qu'on est passé par toutes les phases. Pour prendre la décision. Pour ma part, pas vraiment. Mais qu'à la rigueur, on ne nous le dise pas, tu vois, ça fait partie des outils, quand on te dit vous avez un problème au foie, sans doute qu'un médecin très spécialisé l'a vu sur les radios de ton foie, ou sur ton scanner, machin, etc., t'as pas besoin qu'on te montre le scanner, tu vois ce que je veux dire, tu fais confiance dans la parole du médecin. Si c'est une intelligence artificielle qui lui dit, il a un cancer du foie, ou il a une cirrhose, ou que sais-je, t'as pas besoin de savoir que c'est une intelligence artificielle qui lui a chuchoté dans l'oreille. T'as juste un médecin en face de toi, tu gardes un rapport humain, on va dire, quelque part dans quelque chose qui est potentiellement un peu dégueulasse à vivre, quoi. Et puis il faut distinguer le diagnostic du rapport humain avec l'humain et du soin après, le choix du protocole de soin, etc. Après, chacun voit sa porte. Hein, chacun, si tu as envie de l'apprendre d'une machine... Pour diverses raisons perso, effectivement, confiance à l'humain au niveau médical aujourd'hui est pas mal dégradé. Donc... il vaut mieux une bonne machine qu'un mauvais humain, ça, on est d'accord. Voilà. Donc, ça devient philosophique, ça s'appelle la philo. C'est un nouveau podcast, ça s'appelle les philos. On passe à la suite ou on continue sur ce sujet? Faites-moi trop. P comme Poogle. P comme Pipeline plutôt. Oups, je vous ai hacké. C'est le titre que tu as choisi, Sébastien, qui est toujours un titre un petit peu original, un petit peu fleuri, un petit peu voilà. Ce sont des hackers d'Evidapabo en fait, hein, qui ont hacké, mais ils s'excusent après. C'est bien. Oui, oups, j'ai pas fait exprès, pardon. Et en fait, c'est même pas eux qui ont hacké. Donc, reprenons les faits. Commençons par les faits. Au début du mois, il y a une entreprise américaine qui s'est fait hacker, un truc de ransomware assez classique. Vous savez, les ransomware, on en a parlé encore la semaine passée, je crois que c'était avec Aurélien. C'est une saloperie qui rentre dans votre système informatique, qui chiffre toutes les données sur vos serveurs, vos disques durs, et qui vous demande gentiment de payer une rançon en Bitcoin en général pour avoir la clé de déchiffrement. Et donc, c'est arrivé à une société qui gère un pipeline, pas n'importe quel pipeline, le pipeline, on reste dans le sujet puisqu'on en parlait tout à l'heure dans les aéroports, mais le pipeline qui alimente à peu près toute la côte est des États-Unis, donc depuis le nord du Massachusetts jusqu'au Texas, en passant par la Floride, etc. La conséquence, c'est que la société a dû arrêter l'opération du pipeline, donc fermer les vannes, très concrètement. Et la conséquence, on n'en a pas parlé dans les médias ici en Europe, mais très concrètement, c'est des vols annulés, des files d'attente dans des stations de remplissage, je sais plus comment on dit, une station, aidez-moi, une station à essence. Oui. Merci. Voilà. J'ai plus de voiture depuis 4 ans, ça se voit. C'est incroyable. dans ce truc où on remplit son réservoir. Non, c'est pas ça le problème, c'est que tu deviens de plus en plus parisien, c'est ça juste. C'est un bobo parisien. Et donc des files d'attente, etc. Et donc des troubles sérieux, notamment sur des services de sécurité, je pense aux ambulances, aux pompiers, etc., sur toute la côte est des États-Unis. À peu près 3 semaines après ce hack, 2-3 semaines après, il y a un groupe qui a dit oui, c'était notre code qui a été utilisé pour ça. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui avons fait le hack. C'est un de nos clients, parce que j'ai appris ça à l'occasion. On peut acheter des solutions, ça je le savais déjà, mais ici le communiqué émane de vraiment ceux qui ont écrit le code, et ils licencient ce toolkit ils vendent en quelque sorte ce toolkit à des groupes, et un groupe à qui on a vendu n'a pas respecté notre charte
déontologique, parce qu'ils ont une charte déontologique, j'y viens dans un moment, et ils se sont attaqués à ça. Et donc leur charte déontologique, c'est pas les hôpitaux, pas les maisons funéraires, pas les non-profits, donc les associations sans but lucratif, et d'une façon générale, ne pas ne pas challenger la société, ne pas disturber, je trouve pas le mot en français, ne pas perturber, merci, la société. Notre seul but, c'est de faire de l'argent, il le disait clairement. On est apolitique, donc il rigolait bien aussi de tous ceux qui avaient dit ouais, c'est le gouvernement un tel ou le gouvernement un tel, etc. Ils ont dit clairement non, nous on est apolitique, ne nous rattachez pas à un gouvernement, nous on veut faire de l'argent et on veut le faire sans trop perturber la société, donc on ne veut pas que nos clients s'attaquent à ceci, cela. Je résume très fort, ces gens ont une charte et n'ont qu'un seul client. Parce que franchement, ils ont l'air d'avoir plusieurs clients. Maintenant, effectivement, ici en France, il y a eu beaucoup d'attaques sur des hôpitaux. Est-ce que c'était le malcode base ou pas? Il y a des analystes en sécurité aussi qui ont analysé le code et qui ont remarqué que si la langue du système d'exploitation sur lequel l'application de ransomware tourne est une langue des pays d'Europe de l'Est, ukrainien, russe, etc., il y a uzbek, enfin il y a tout, le truc ne se déclenche pas. Donc ils ont beau dire qu'ils sont apolitiques, mais il y a quand même une connotation, dire on va pas attaquer ce groupe de pays-là, ou en tout cas ce groupe de pays qui parlent cette langue-là. Les clients potentiels. Peut-être aussi. Mais voilà, c'était amusant qu'un groupe s'excuse en disant désolé, on a mis en place maintenant des mécanismes pour vérifier un peu plus sérieusement à qui on vend nos technologies, de manière à ce que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Moi, j'ai de gros doutes sur cette news, très honnêtement. Enfin, pas sur... je pense que, voilà, c'était écrit. Hein, on donne les sources, d'ailleurs, systématiquement, sur notre blog. Les techno.be, on met les liens, machin. C'est du sérieux. C'est du Bloomberg. Moi, j'ai l'impression que je sais pas, c'est bizarre. Tout est bizarre dans cette histoire. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, il a l'air dubitatif au-dessus aussi. Moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de se racheter une conscience ou ou de se faire une bonne pub. Le problème, c'est qu'ils ont une mauvaise pub, et donc si effectivement tu commences. Le hacker a mauvaise presse. Non, allez. Bah oui. Non, il y a des gentils hackers. Mais ici, si les mecs, effectivement, ils se mettent une cible sur le dos parce que, en un coup, ça a paralysé une partie du pays, demain, ils n'ont pas envie de se faire défoncer la porte par le FBI. Donc, ils seront plus une cible si, effectivement, c'est des intérêts, on vise des intérêts d'État. Donc, je comprends leur point de vue. Hein. Les mecs, ils disaient juste, défoncez pas ma porte, on le fera plus. On attaquera que des petites sociétés. Tu vois, non, ou des grosses. Non, justement, je pense que si je suis. Les grosses qui donnent du pognon, mais. Les grosses qui ont trop de pognon, enfin, qui considèrent. Enfin, voilà, où est la limite quand on est hacker, de ce type de hacker? Parce que tu as raison, il y a de bons hackers, hein, il y a de gentils hackers. Mais ce type de hacker, c'est où la limite entre le. Donc c'est forcément politique. C'est forcément. Quand t'es criminel, il n'y a pas de limite, t'es criminel. Non, oui, mais voilà. Ça peut être de faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est une motivation tout à fait légitime. Bonne ou mauvaise, je ne veux pas rentrer dans des débats moraux. On repart de nouveau dans... Allez, faites-moi 3 pages, vous avez une heure. Vous avez une heure, peut-on être un bon criminel? Voilà. Moi, je ne crois pas trop à l'histoire de Robin des Bois. Hein. Très honnêtement, il en a gardé un peu pour lui. Hein. C'est Arsène Lupin aussi. Tu peux être un bon criminel, tu peux chercher des failles, mais alors en général... tu la communiques à l'entreprise et tu es rémunéré et tu peux gagner même pas mal de pépettes en faisant ça. Bien sûr, évidemment, ça. Mais ici, c'est pas le but. Le but, c'est de faire de l'argent, mais pas en faisant mais en essayant de pas faire du mal aux gens. Voilà. Ici, ils sont mis l'administration Biden à dos, donc ils risquent quand même d'avoir des gros moyens qui commencent à les chasser. C'est peut-être une position inconfortable dans laquelle ils veulent comme Sébastien disait, faire un business à la petite semaine qui rapporte peut-être plus. Si je peux paraphraser un film très célèbre, d'ailleurs, ça peut laisser une idée de commentaire. C'est quelqu'un dans un film qui disait « Tuez une baleine, vous aurez Greenpeace, le commandant Cousteau et les écologistes sur le dos, mais décimez un banc de sardines et on vous aidera à les mettre en boîte. » Oui.
Ça me dit quelque chose. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas en commentaire. Lui qui retient ça par cœur. Ça me dit quelque chose. Ça me trotte dans la tête, je l'entends en plus. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. C'est pour savoir si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la 58e minute de cet épisode. C'est pour un sondage. Qui a dit ça? Ça m'énerve. On passe à la suite. Ou dans quel film? Oui, mais j'entends la voix en plus. Enfin, S comme non pas CES, non pas Google. S comme SES. SES. De quoi s'agit-il? Au-delà des nuages, oui. J'aime bien les titres énigmatiques, celui-là. Oui, moi pas, mais... je suis content de celui-là. Le site est mort, en plus, tu peux même pas aller voir. SES, c'est la société... Tu as vu les sources, elles sont mortes. Oui, c'est vrai. T'as une 503 dans les dents, donc tu vas même pas les dire. Enfin bon, ça, tout le monde s'en fout un peu parce que voilà, vas-y, on t'écoute. La SES, c'est la Société européenne de satellites basée à Luxembourg qui gère tout un réseau de satellites. Ils ont décidé de placer leur ground station. C'est quoi le ground station? Vous savez, c'est les grandes antennes, souvent sous un dôme rond, au plus proche des data centers du cloud. Et donc le cloud va au-delà maintenant du cloud et des nuages, d'où le titre. Le cloud pointe vers l'espace maintenant. Et en fait, c'est une tendance de fond. J'ai pris cet article qui est sorti la semaine passée dans un site web spécialisé sur les news des data centers, qui expliquait que SES commence à déployer des antennes à côté des data centers de Microsoft, du cloud Azure, et ils font une expérience pour le moment sur un data center dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Et il n'y a pas que SES et Microsoft qui fait ça. Amazon s'est lancé aussi dans un réseau de ground station, donc ces stations de base au sol avec des grandes antennes qui collectent les données qui viennent des satellites. Et pourquoi Microsoft et Amazon se lancent là-dedans? Pour deux raisons. La première, c'est que ça devient relativement simple aujourd'hui de lancer un satellite. C'est pas très cher. Une start-up bien fondée aujourd'hui, une entreprise de taille moyenne, peut lancer un satellite. Un satellite, c'est de la taille d'une boîte à chaussures. C'est pas nécessairement des gros trucs de la taille d'un autobus, et il y a une profusion de lanceurs sur le marché avec de la concurrence qui fait baisser les prix, que ça soit du secteur privé, on en parle très souvent ici avec SpaceX et les autres, et le secteur public dans de plus en plus de pays. L'Inde a son lanceur maintenant, la Chine évidemment, il me semble qu'il y a quelque temps c'était l'Arabie Saoudite ou Dubaï, enfin un pays du Moyen-Orient qui a aussi lancé des satellites, donc ça devient facile de lancer ces satellites, et il y a un vrai besoin pour toutes ces boîtes qui conçoivent des satellites et qui les lancent, de collecter les données. Parce que si on lance un satellite, au final, c'est parce qu'on veut collecter des données qui viennent du satellite. C'est pas juste pour le plaisir d'avoir quelque chose qui tourne autour de la Terre, pardon. Et donc collecter les données, ça veut dire les acheminer dans un data center, et pouvoir les traiter. Et donc ça a beaucoup de sens de mettre les stations, les ground stations, les stations au sol, ces grandes antennes, à côté des data centers ou au proche des data centers, pour directement pouvoir injecter les données dans ces gros data centers et pouvoir les traiter là sans devoir leur faire parcourir des milliers de kilomètres sur Internet. Donc une tendance intéressante où le cloud va au-delà du cloud maintenant, se lance dans les étoiles aussi, et de plus en plus d'acteurs, que ce soit des acteurs cloud ou des acteurs satellites comme SES, commencent à penser à la fusion de ces deux mondes. C'est passionnant. Non, mais c'est parce que ça vient de me revenir. Le film. Et donc, évidemment, je ne connais que lui, et donc voilà. Mais la question reste ouverte. Voilà, elle reste posée. Je ne sais pas si Sébastien, par rapport à cette histoire de cloud dans les nuages, et au-delà même des nuages, si ça lui parle à ce stade. Non, écoute, le dernier cloud que j'ai vu monter dans les nuages, c'était une mauvaise image en France, donc voilà. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, sous forme de fumée. On en a plus parlé depuis longtemps. J'espère que ça marche mieux, d'ailleurs. Il y a des choses comme ça. Oui, je pense que ça va mieux depuis qu'ils ont racheté Shadow. Ça faisait un peu cryptique ce qu'on est en train d'expliquer, mais voilà. Ceci étant dit, on est en train de terminer cet épisode. Je dis pas de bêtises, il y a encore une news ou pas? Il y a plus là? Si? Non, il y a Google. Si, attends, parce que un petit G comme Google. Non, il n'y en a plus. C'est ça l'idée. Donc, ce qui est rigolo quand même, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais c'est parce que il n'est pas bon être le second
même dans tout, surtout dans les technologies. Par exemple, personne ne se rappelle du deuxième homme qui a marché sur la Lune. Enfin, si, on va peut-être s'en rappeler. Mais le deuxième, enfin voilà. Les Chinois sont arrivés sur Mars, les amis. Personne n'en parle. Dans les podcasts. Non, mais c'est vrai. Non, les Chinois, on parlait beaucoup plus de le truc qui devait se casser la gueule des Chinois que de Mars. Oui, c'est ça. Et donc, nous, vous n'avez pas relevé. Enfin, c'est votre droit, hein, ceci dit. Mais voilà. Non, c'est banal, quoi, maintenant. La Chine a son rover sur Mars. Ils font des photos, ils envoient des films. Et je me rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on était tous comme ça, regardant. Oh là là, regardez, ils ont mis un drone, ça vole, c'est super, youpi, tralala. Ici, c'est quand même, ça reste une performance, envoyer un véhicule sur Mars, un robot sur Mars. Enfin, je trouve ça assez... J'avoue que j'ai complètement loupé cette news, donc c'est pas... T'excuses pas, c'est pas grave. Non, mais moi, personne n'en parle. C'est les seconds. Non, moi, ça m'interpelle. Non, justement, ça m'interpelle à un autre niveau. C'est pas les seconds, c'est pas la même culture, et finalement, l'Occident, on s'en fout un peu de ce qui se passe à l'Orient, malheureusement, parce que c'est en train de bouger beaucoup plus vite par là-bas qu'ici. C'est pas faux. Non, mais c'est symptomatique, on est d'accord. C'est que voilà, on lie un peu l'évidence. On refuse un peu l'obstacle en se disant oui, on l'a fait, donc tout le monde peut le faire si tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement. Donc voilà, et moi je trouve que c'est plutôt une réussite. Et alors, je sais pas si vous aviez vu ou si vous êtes déjà un petit peu documenté sur les rovers que l'on envoie sur d'autres planètes. Les soviétiques en leur temps avaient envoyé des robots sur la Lune. Et il y avait un engin, j'ai oublié son nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais bref, voilà. Et je trouve que ce que les Chinois ont fait pour envoyer sur Mars ressemble assez fort sur le design à ce que les Russes avaient fait il y a 70 ans peut-être, non, moins, pour envoyer sur la Lune. C'est assez particulier. On a l'impression que tout le monde, qu'il y a des choses comme ça qui restent, des réflexions qui se font et qui restent en disant tiens, on va peut-être faire comme eux. Ça a bien fonctionné, on va pas changer le schéma, pourquoi pas. Bon, écoutez, les petits gars, moi je pense que c'est là que s'achève cet épisode 306. J'allais presque dire une bêtise. 306 épisodes déjà. Un bonus s'en vient dans les semaines qui viennent, peut-être des hors-séries aussi, qui sait. On arrive tout doucement à la fin de la saison. Nous, on se prépare aussi à ce qui va se passer durant l'été. On ne sait pas encore, pas encore décidé. Donc, n'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez envie en commentaire. N'hésitez pas à commenter cet épisode, mettre des pouces, mettre des étoiles, que ce soit les applications de podcast ou YouTube si vous nous regardez en vidéo. Tout est permis, donc n'hésitez pas un seul instant. Le bonus, pour certains, ça arrive dans 3 minutes, pour d'autres dans quelques heures. On se dit donc, les gars, à très bientôt, j'ai envie de dire. Hein, on fait comme ça ? À bientôt. À bientôt. Oui.